Bonjour Georges. Georges n'est plus là, donc c'est bonjour à tous. Oui, exactement, on s'est pressé pour démarrer à l'heure, Jean-Pierre Leroux et donc bien sûr, je crois que ça a craché pendant le décompte, donc il revient dans quelques secondes. Donc j'en profite pour vous dire bonjour à tous, bonjour à Tristan qui est, dans les coulisses. Peut-être Tristan peut montrer son joli minois. Voilà, bonjour Bonjour tout le Tristan. monde, j'espère que vous allez Exactement. bien. Voilà, donc Tristan propose ah bah, Georges est arrivé. Vous avez raté le striptease de Tristan, en attente de Georges. Bonjour Georges, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, j'étais là, mais malheureusement, donc je ne pourrai pas. Sachez que c'est moi, chers, auditeurs, qui suis le plus attentif parmi nous 3 à ce que vous écrivez dans le chat et qui le met en ligne et pour une raison qui m'échappe car, il y a un dieu de la régie chez nous et le dieu de la régie m'a retiré mes pouvoirs royaux. Je ne peux plus, cliquer et choisir quels sont, vos messages que je mettrai en exergue. Donc je me vois désolé aujourd'hui, néanmoins, je lirai les plus intéressants. Voilà, le dieu de Oui, la régie m'en veut et alors ma vengeance sera extrême, car nous sommes en guerre et comme Emmanuel Macron, moi je ne plaisante pas quand la menace est là. tu veux dire que tu es prêt à accélérer le réchauffement climatique pour faire perdre les Russes? Oui, il pour, que les gens comprennent une blague, il faut expliquer l'ensemble de la blague. Mais c'est pas grave, on va pas le faire maintenant, car ça va Exactement, être trop long. Je te laisse Pedro introduire nos sujets. exactement. Alors petite question, toute bête, il paraît qu'on a un invité surprise tout à l'heure, c'est qui? Bah, c'est une surprise. On a un invité aujourd'hui. Oui, l'invité c'est François Coq, Voilà. qui sera là à 10 heures. Non mais c'était ça la surprise, c'était pas quelqu'un d'autre en plus, hein. Ah d'accord, comment, d'accord. Tu pensais que je te faisais un prank? Ouais, non, Mmh. désolé. Alors attention, mea culpa, comment on Il y a dit? Jean-Pierre Leroux qui se moque de nous à Un nouveau. gag. Incroyable, incroyable, vous allez démarrer à l'heure. Mais Jean-Pierre, cela fait 4 fois de suite qu'on démarre à l'heure. Là, il faut commencer maintenant. Maintenant, les transports, allemands et japonais vont se régler sur le début de Fréquence Populaire sur la matinale. Alors Georges, on va commencer un premier sujet qui est alors tu as, pour ceux qui ont regardé, et donc j'encourage à regarder, la vidéo que tu as fait de Ligne de front, où tu décryptes le show américain, si on peut dire ça comme ça, de Donald Trump au Congrès. Donald Trump a dit beaucoup de choses sur le Panama et le canal du Panama, en particulier que c'était quasiment dealé, qu'il avait tout négocié. Bon, il s'est quand même pas mal avancé, sauf que donc ce qui se passe, c'est que le président panaméen, donc José Raúl Mulino, a fermement rejeté, les déclarations de Donald Trump concernant une possible reprise du contrôle du canal de Panama par les États-Unis. Il a déclaré que chaque mètre carré du canal appartient au Panama et continuera de lui appartenir, affirmant que la souveraineté de son pays n'est pas négociable. Alors Georges, cette réaction, du président Moulineau, est-ce que c'est une défense légitime de sa souveraineté nationale ou une opportunité politique pour renforcer son image sur la scène internationale? Mais le président Molino du Panama fait son travail. Il essaie de défendre la souveraineté de son pays. Enfin, si vous regardez une carte du monde, il y en a une dernière mois, Panama, c'est pas gros. Hein. Il a une armée redoutable euh, de quelques milliers de soldats. Face aux États-Unis, ça ne fait pas le poids. Et comme j'ai déjà fait plusieurs fois ici, je vous rappellerai que entre à la fin de l'année 89 et début année 90, il y a une opération militaire sous euh, George Bush, papa, hein, le papa de celui qu'on connaît plus, l'ancien, George Bush, George H. W. Bush. Ça s'appelait Just Cause. Et les États-Unis sont intervenus au Panama pour renverser le général Noriega, qui était un ancien, pourtant un ancien bon soldat des États-Unis,
un ancien, agent de la CIA, payé par la CIA et qui avait eu quelques velléités d'indépendance. Bon, ça a mal fini, une opération militaire réglée vite, vite. Ça c'est le genre de guerre que les États-Unis peuvent remporter, comme à Grenade, ou dans ce genre d'intervention et ils l'ont fait. Voilà, donc je ne suis alors peut-être c'est une question de mots, mais contrairement à ce que tu dis Pedro, moi je pense que j'ai trouvé que Trump était très, très, très convaincant, en général et que plutôt il a fait ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien, mais plutôt il le fait et le fait est que le canal de Panama, c'est ça qui compte. Il faut comprendre pourquoi ça compte pour les États-Unis, parce que c'est une grosse, grosse, grosse partie du commerce mondial, naval. C'est 5% du commerce maritime. Alors, ça peut sembler pas grand-chose, 5% du commerce maritime, mais ça concerne quasiment la moitié de tous les containers américains. C'est-à-dire que pour les États-Unis, c'est la moitié du transport maritime qui passe par là, d'une manière ou d'une autre. On La- en avait quasiment, ouais. quasiment la moitié de leurs containers. Ouais. On en avait Et- parlé ici justement que le problème de leur propre infrastructure, c'est que beaucoup pour les Américains, du transit, intra-américain. C'est-à-dire qu'ils oui, pour aller, de la côte est à la côte ouest, ils plutôt que de passer par le rail, il est puisqu'ils ont pas défoncé. vraiment de rail de fret ferroviaire pour les containers, ils sont obligés de passer par les On bateaux. pourrait l'avoir, mais c'est abîmé. Puis en fait, ça. Bref, il n'y a pas que ça, mais il y a énormément ça. C'est pour ça que c'est. Alors que ce n'est que 5% du commerce mondial, c'est 40%. 45%, je ne sais plus, des transports, enfin de l'ensemble des containers. Donc, ce n'est pas toutes les marchandises, mais c'est les marchandises commerciales américaines. Donc, c'est très important. Et c'est une entreprise qui s'appelle CK Hutchinson Holdings qui contrôle, parce que je veux dire contrôle, c'est pour ça que je vais contrôler le canal de Panama. Et contrairement à son nom parfaitement américain, Hutchinson, qui nous rappelle un des personnages qu'on aimait beaucoup, pour certains de mon âge, qui regardaient Starsky et Hutch, Hutch c'était pour Hutchinson, eh bien, ce nom bien américain, c'est une entreprise basée à Hong Kong, donc sous contrôle plutôt chinois. Eh bien, c'est plutôt le président Molina qui dit un peu n'importe quoi, en fait, parce que on a appris que la quasi-totalité des parts de l'entreprise Hutchinson, qui contrôle le canal de Panama, a déjà été vendue à une filiale, dont on ne connaît pas le nom, mais une filiale de BlackRock. Donc, de facto, au moins la gestion et les dividendes des passages par le canal de Panama a déjà basculé dans une entreprise américaine. Alors, petit aparté, pour vous, BlackRock, euh, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas trop qui. D'ailleurs, on ne sait pas trop qui possède BlackRock. Et pas que BlackRock. Parce qu'il y a des très, très, très énormes multinationales financières comme ça. Il y a BlackRock, il y a Vanguard, il y a la banque JP Morgan, Stanley, Goldman Goldman Sachs. Sachs. Et en fait, il y a des journalistes de Mediapart, je crois, qui sont penchés dessus. Ou alors c'est ceux de Lise Lucet, peu importe, bon, des journalistes d'investigation qui sont penchés dessus pour savoir qui est le patron. Parce que pour Goldman Sachs, pardon, pour BlackRock, c'est Larry Flint qui est le PDG. Mais c'est juste le PDG. Qui possède réellement? On ne sait pas trop. Parce que, en fait, quand on découvre comment sont structurés les actionnaires, eh bien, Vanguard possède 40% de BlackRock, BlackRock possède 20% de JP Morgan possède 50% de Vanguard, et ainsi de suite. C'est une sorte de serpent qui se mord la queue de participation croisée. On ne sait pas trop qui dirige, qui contrôle réellement tout ça. Il n'y a pas un nom fixe, mais tout ça est très américain quand même. Donc le canal de Panama, on peut dire, est déjà repassé sous contrôle américain. Je ne crois pas qu'il y aura une nécessité d'intervention militaire, mais Trump ne l'a pas exclu, et encore une fois, ça a déjà été fait dans le passé, ça peut tout à fait être fait, si d'aventure ça s'avérait nécessaire. Tout à fait. Alors, ce que tu dis, sur cette question,
de la finance sans tête, ça me fait penser à ce film de 2008, c'est donc ça s'appelait Louise Michel, du moins ça s'appelle Louise Michel, qui était un film de Gustave de Quevern et Benoît Delépine, donc ceux qui étaient derrière Groland. Donc c'était avec Yolande Moreau et en fait, c'était le principe, c'était il y avait une usine qui fermait et donc les salariés mettaient toutes leurs indemnités en commun pour embaucher un tueur à gages pour tuer celui qui avait pris la décision. Et donc, au début, elles cherchent et elles se rendent compte que leur patron est en fait employé d'un fonds. Donc elles vont derrière ou d'une banque, ils vont derrière, mais en fait la banque elle-même appartient et en fait, ils se retrouvent, je sais plus à Jersey ou Guernesey, juste sur une boîte aux lettres où en fait, à chaque fois, il y a une espèce de fuite en avant de chercher qui était responsable de leur propre licenciement. Et en fait, ça illustrait très bien cette finance, en fait, qui a pas de visage, au final, qui est, multifacette, complètement mondialisée et dont on ne sait pas réellement qui possède quoi. Et en plus, ils se possèdent tous plus ou moins les uns les autres. Donc ils sont tous, dépendants des uns des autres. Et donc peut-être qu'à l'avenir, une bonne crise financière qui casserait, les reins de certains ferait que ça s'effondrait. On l'a vu, c'est ce qui a failli se passer en 2009. C'était, comment elle s'appelait cette banque qui avait, coulé? J'ai oublié maintenant. Lehman Brothers. Ouais. Et ça c'est ça qui a fait vraiment tanguer, c'est que c'était un des maillons, un des socles qui se fissurait et donc comme ils sont tous, plus ou moins mouillés les uns avec les autres, i ça peut s'effondrer assez facilement. Malgré tout, il faut un choc et c'est voilà, c'est vrai que ce je Alors, conseille il y a et j'aime bien parce que bon, vous ne le faites pas et vous m'agacez, voilà, je vous le dis à la régie et à toi Pedro, mais mais il moi y je a vois rien en fait. Mehdi Poker qui a écrit: «Et BlackRock à 50 de Macron». Très, très drôle. Ah, alors je suis pas d'accord, il a 60,2 de Macron. Le Il titre faut du être film que tu as précis. rappelé, c'est Pedro? Louise Michel. Louise Michel. Il y en a un autre, auquel ça me fait penser, que je vous invite à regarder, qui est extraordinaire, qui peut-être montre ce qui va se passer à l'avenir avec, Vincent Lindon, s'appelle En crise, pardon, En guerre. En guerre, et il joue un syndicaliste qui essaye de lutter contre la fermeture de son usine dans, un bled de la France périphérique. Heu, je vais pas spoiler, mais ce qui est intéressant, c'est la séquence où, il joue vraiment un syndicaliste, engagé et il va voir le patron, mais le patron lui explique que c'est pas lui le propriétaire, que c'est et puis il ne sait jamais. Et c'est un des drames aussi, pour beaucoup de cadres. Alors c'est pas des ouvriers, c'est pas les moins bien lotis, mais dans des multinationales, avec les rachats croisés, les changements de nom, on sait par exemple, pour ceux qui font de la sociologie du travail, que c'est une détresse, parfois pour les employés, y compris cadres supérieurs, une sorte de détresse qui provoque des déprimes, de pas très bien savoir pour qui ils travaillent, qui les possède, quoi. Au moins avant, on savait, quoi. Hein, je suis possédé par tel sénateur patricien qui possède telle terre et je sais pourquoi est-ce que pour qui je pousse ce moulin, voilà, et qui me fouette. Ah, maintenant, on ne sait même pas. C'est vraiment, c'est terrible. Mais tu sais que cette construction, en fait, a été voulue après la crise de 1929, parce qu'en 1929, tu as pas mal d'ouvriers qui sont allés chercher les patrons pour leur faire un peu payer et donc en ils pour se protéger, ils ont créé cette opacité. C'est comme ça qu'apparaissent les holdings et cetera. Donc tout ce système qui fait qu'on ne sait plus à qui possède quoi. Alors, avec magnifique le Delaware qui est quand même un État américain qui permet de ne pas déclarer ses actionnaires. C'est génial. Ouais, ouais. Heu, donc effectivement, cette construction, était, on va dire, un maillon de la lutte des classes pour éviter justement les révoltes. Il y a Fifi qui dit: «Lindon, qui joue le prolo, frisson, frisson». Mais non, mais il joue très, très bien Lindon, je trouve. Il est de droite en plus, il l'a souvent dit et il a joué plusieurs rôles d'ouvrier, mais il les joue très, très bien. C'est toujours été étonné par cette, différence. Il y a Epati qui nous écrit: «Il y a un vieux film avec, Devers, de mémoire, et vous avez de très bonne mémoire, où la multinationale fait ses bénéfices dans un paradis fiscal et l'entreprise en France est limite déficitaire». Alors ça, c'est un film qu'il faut voir parce que c'est un film d'Henri Verneuil et ça s'appelle 1000 milliards de dollars. C'est génial. C'est fait au début des années 80. Aujourd'hui, comme le film de Verneuil, Le Président, qui était antérieur,
où on a cette célèbre phrase, célèbre séquence où Gabin montre qu'est-ce que c'est que l'Union européenne, ce film ne serait pas possible aujourd'hui. Il ne serait pas financé, il ne serait pas possible. Super film, 1000 milliards de dollars. Merci Hypatie. Voilà. Donc, non, non, Trump a été très convaincant, moi je trouve. Et puis d'ailleurs, pour le Groenland, c'était clair comme l'eau de roche. Pour moi, c'est le truc qui est, c'est l'élément de la prise de parole de Donald Trump face au Congrès qui a été le plus clair. Il a dit nous soutiendrons le processus d'autodétermination des Groenlandais. J'ai dire des Groenlandais. Oh! Comme j'allais rire, j'ai été obligé de vous le dire, sinon je n'allais pas y arriver. Donc, des Groenlandais. Hein, il a dit combien il est sûr qu'ils aimeraient être américains et que il leur proposerait de rejoindre les États-Unis. Et à la fin, il rajoute, il précise, de toute façon, quelle que soit la manière, on l'aura, le Groenland. Mmh. Il le dit à la face du monde et devant le Congrès. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. On peut être sûr et certain. Donc, entre nous, ça veut dire que c'est une offensive directe contre l'Union européenne par le biais du Danemark. C'est juste pour Emmanuel Macron, parce qu'hier soir, il disait que la menace est à l'Est, mais là, celui qui va couper un bout de territoire de l'Union européenne, c'est de l'Ouest. Mais tu sais que Je techniquement, crois l'horreur est là. Il faut que quelqu'un prévienne l'Élysée. Nous sommes pris en sandwich. Il a une et menace à l'Est, une menace à l'Ouest en même temps. Mon Dieu, oui, il mais faut tu sais que réarmer. les États-Unis en sont aussi à l'est de la France, vu que c'est un globe. Peut-être juste ils regardent pas le globe du bon côté. Non, plus sérieusement, effectivement, ça m'a donné une idée, je suis pas un humoriste et je sais pas faire des appels, cachés, mais je pense que ça pourrait être très drôle que quelqu'un fasse croire que le Groenland est un pays plein de métaux rares et cetera, pour encourager les États-Unis à l'envahir. C'est J'ai une petite demande technique. Est-ce que l'un de vous pourrait me renvoyer le lien général de Restream? oui. Ce serait super. Et donc, je vais me déconnecter. D'accord, les amis? Voilà. Je vais me déconnecter un instant et je vais laisser Pedro expliquer ses blagues. Alors, Papillon sans aile, en fait, c'est le premier film qu'on a mentionné, effectivement, Louise Michel. Parce que c'est moi j'ai adoré, ce film. Heu, en plus, elle joue, une ouvrière comme ça, taciturne. Ils embauchent un c'est très drôle parce qu'ils embauchent un tueur, qui est nul, qui est lâche et tout et donc c'est elle qui décide de prendre les choses en main et d'aller, tuer les gens. Non, le film est super et justement mais il y a un autre film comme ça, très acerbe sur, le capitalisme vu qu'on parle on parlait de la finance et donc c'est, Le Couperet. Le Couperet, un film de Costa Gavras avec José Garcia où justement il est licencié et il est dans un marché où il y a très peu d'offres d'emploi et donc il décide, pour être sûr d'être pris dans l'emploi, il se met en tête de zigouiller l'intégralité des autres candidats et donc on le suit dans ses pérégrinations, pour chercher, hem justement, un par un, tous les candidats et certains, ils voient qu'ils ont abandonné et cetera et c'est vrai que c'est vraiment pas mal et oui, c'est pour ça que j'ai cité, en fait, le sujet, c'est qu'on parlait de cette, finance où on ne sait plus vraiment qui possède quoi et qu'il y a plus de visage. Alors, Georges est revenu. Georges, es-tu là? Est-ce que ça marche maintenant? Ouais, Voilà. et voilà. Et Donc je mets Hypatie qui rit. Maintenant, j'y arrive. Nombre de exact. sagouins qui m'avaient volé mon pouvoir. Personne ne t'a volé ton pouvoir. C'est ce qui se passe avec l'âge, l'informatique et tout, je suis vraiment désolé. Oh bonjour Georges. Oh, bonjour, Pedro. Ah, c'est Alors la position Pedro a des cornes bleues. Qu'est-ce qu'elle est drôle, celle-là. Voilà. Non, non, mais tu vas bien. Voilà. mais Ah, il faudrait en fait que j'arrive à me faire, tu vois, pour que je sois dans le chapeau du mec comme ça. Tu vois? Parce qu'on parlait de Panama tout à l'heure, donc enfin bref. c'est très, très Passons à bon. notre Très, très bon, François.
C'est très intéressant. Oui, j'ai entendu et et donc passons Et là, on a au beaucoup deuxi parlé, on a beaucoup parlé. Moi, je vais te poser une question, Pedro, quand même. vas-y. Heu, peut-être la régie, pourra agir, en ce sens. Hem, il y a une mise en place d'un comité interministériel sur le handicap. Ouais, tout à On fait. peut se demander si c'est pas une promesse, qui est mal tenue. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la commission de Théodule? Parce qu'on a regarde, le gouvernement français a réuni un comité interministériel, attention, sur le handicap, avec pour objectif, d'accélérer les mesures d'inclusivité, d'accessibilité. Et donc on n'avait pas déjà entendu ça, la grande mobilisation, et pourtant dans le même temps, les choses, pas l'air de s'améliorer, pas l'air de s'améliorer pour concrètement pour les handicapés. Alors Pedro, toi Alors qui es, j'essaye de partager l'article, mais je ne toi sais pas qui bon, pourquoi c'est pas grave, c'est pas ça grave. ne veut pas. Parce que Alors Pedro, dans ses nombreuses, voilà, compétences, a une vraie compétence sur les questions de handicap. D'ailleurs, il a on va pas rentrer dans le détail, mais il a des délégations, dans des organisations sur le sujet des Français qui sont porteurs de handicap. tout à Alors, fait. est-ce que ce comité interministériel sur le handicap, est-ce que c'est un c'est un tournant, réel? C'est une vraie action ou alors on est dans de la flûte traversière? Bah, concrètement, en France, on a un gros retard sur la prise en charge du handicap. Alors, on va parler déjà des handicaps simples, handicap moteur. Quelqu'un qui se promène, dans Paris ou dans n'importe quelle ville, ancienne en France, se rend compte que si on est en fauteuil, c'est l'enfer. Alors, au-delà du fauteuil, même les gens avec des poussettes et cetera. Pourquoi? Parce que les poubelles sont sur le trottoir, parce que, les trottoirs sont pas assez larges, parce que, les aménagements urbains sont pas bien faits, parce que les trottoirs sont trop hauts et alors, on parle même pas du métro. On a là, il y a encore des projets et ça doit être le millième projet d'essayer d'adapter le métro, parisien aux gens en fauteuil. C'est-à-dire qu'il y a quelques lignes où il y a quelques, ascenseurs. Alors effectivement, le métro parisien est vieux, il y a beaucoup d'escaliers, mais on voit la plupart des grandes gares, un exemple, un axe majeur qui est la gare Montparnasse, on ne peut pas arriver en fauteuil roulant dans la gare Montparnasse, en métro. Pas possible. Donc, gare du Nord, peut-être si on arrive par le RER, mais je ne pense pas que si on arrive par le métro, on y arrive. La ligne 14, il y a à peu près des ascenseurs, mais alors en France et on se faisait la blague récemment, hem, on est très mauvais dans la maintenance des ascenseurs et des escalators. C'est-à-dire que même quand il y a des dispositifs, souvent ils marchent pas. Alors il y a eu quand même un gros effort fait sur les bus avec les rampes et cetera. Mais concrètement, aujourd'hui, par exemple, un porteur de handicap moteur, c'est l'enfer. Rien n'est adapté pour lui. Alors, n'en parlons pas des nouveaux types de handicap. Alors, dans les nouveaux types de handicap, on a ce qu'on considère donc les troubles autistiques, les troubles dys, donc dysphasie, dyspraxie, dyslexie et cetera. Qui nécessitent des aménagements, pour la scolarité et on voit, ça marche pas. Les dossiers les MDPH ont des t de temps de traitement très longs. On l'avait vu avec une mère qui était venue ici, nous, faire un témoignage sur le calvaire qu'elle vivait alors qu'elle avait 2 enfants polyhandicapés, malades depuis des années, du moins toute leur vie et qu'en permanence, elle devait refaire des dossiers au cas où parce que alors peut-être, je ne sais pas. On a au sein de nos institutions et nos fonctionnaires des gens qui ont, la pensée religieuse chevillée au corps et qui se disent: «Ces gens peuvent guérir comme ça». Je ne sais pas, heu, je suis pas capable de déterminer ce qui se passe dans leur tête. Ce qui est sûr, c'est que en gros, on ne sait pas s'occuper du public handicapé. On l'a vu, pendant les Jeux olympiques, paralympiques, ça a été compliqué.
C'est très compliqué, on ne sait pas et donc régulièrement, allez, tous les 6 mois, tous les 1 an, parce qu'il faut se donner bonne conscience, on refait un comité de réflexion de comment on va faire, qui généralement aboutit à, 400 pages de rapport écrits, et je vais paraphraser François Coq, par un stagiaire de McKinsey, pour au final quoi? Bah oui, il faut des rampes, oui, il faut des adaptations, oui, i et qu'est-ce qui se passe? Rien. Même des centres touristiques de Paris, truc, heu, on va dire où on pourrait se dire que c'est plus facile à aménager. Je pense par exemple Saint-Germain-des-Prés, il y a rien. Donc en gros, il y a pas mal de pays où et pourtant pas forcément mieux développés, qui ont réfléchi. Juste les pas mettre quand il y a un trottoir qui fait, 1 mètre de large, des poubelles sur le trottoir, tout bêtement. De réfléchir à ça ou de le faire peut-être en pleine nuit pour pas que les gens qui sortent, et c'est un gag, en Île-de-France, c'est un gag récurrent. Tu sors de l'école avec les enfants, tu as toutes les poubelles sur les trottoirs et les camions poubelles qui passent. Donc ton bus, il est bloqué. C'est l'enfer, en fait. Parce que les gens, ont construit une ville qui ne pense pas à ceux qui marchent pas sur 2 jambes et pour ça, j'étends aux poussettes, hem, aux personnes âgées, hein, en ambulateur et cetera. Donc on a un vrai problème là-dessus. On ne sait pas traiter, on ne sait pas prendre en charge, on ne sait pas indemniser aussi et donc bon, heu, alors, on me dit que je me répète, mais c'est parce que c'est énervant, en fait, au bout d'un moment. C'est un peu comme, parce que vous parliez de la guerre en Ukraine, c'est un peu comme quand on disait au début: «C'est pas gagnable» et genre: «Si, si, c'est gagnable». Non, mais c'est pas gagnable et à un moment, tu leur dis: «C'est pas comme ça qu'il faut faire». Déjà, on va dire, ne serait-ce que le début de la prise en charge, dès lors qu'il y a, c'est reconnu par les experts médicaux qu'il y a un handicap, pourquoi il faut refaire en permanence des dossiers? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est pas juste une simple déclaration, même à la limite un certificat du médecin, ça a empiré, ça a pas empiré, voilà. Ce serait simple, ça Ouais, désengorge. Jean-Pierre, Leroux nous propose une solution. Il faut aller à Lourdes. Ouais, mais alors en fauteuil dans Si Lourdes, on amenait Lourdes à Paris, hein, peut-être c'est ça, peut-être qu'il devrait faire ça, parce que ce comité interministériel. Donc, ce que tu veux dire, Pedro, en vrai, c'est que ce comité interministériel, puisque c'était ça ma question à laquelle tu ne réponds oui, pas, c'est et de tu la pas merde, Gaston. voilà. Voilà, c'est ça qu'il voulait nous dire, Pedro, mais ne le dis pas. Donc, tu veux dire que c'est un peu de l'enfumage, qu'ils ne vont pas s'attaquer réellement au problème. Non mais en Et plus d'ailleurs, on le voit régulièrement dans les écoles, puisque Pedro et moi, on a des enfants en bas âge, enfin en bas âge, des enfants qui sont en primaire. Il y a, sous couvert d'inclusivité, on en a parlé beaucoup. Tu es souvent en charge, tu t'occupes justement de ces questions dans des associations de parents-élèves. Euh, on se débarrasse un peu des handicapés en disant allez hop, c'est l'inclusivité, on les met dans les écoles publiques. Oui, pourquoi pas, mais sans aucun réel soutien, sans effectifs, sans suffisamment de gens formés. Et puis, démerden ziziche, hein, voilà, pas de vagues. Euh, puis les profs et les autres élèves trouveront une solution, jusqu'à des drames dont tu as pu être témoin. Et là, on est quand même sidéré parce que et on voit pas très bien ce que cette commission propose. c'est surtout ce qui devrait quand même faire tiquer tout le monde et je vais vous repartager parce que il faut lire ça. Il faut dans un pays aussi développé que le nôtre, les gens voient ça, cette info, c'est: il faut accélérer après la loi de 2005. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'il y a une loi, mais il faudrait peut-être commencer à accélérer. Vous imaginez? Quelqu'un qui est porteur de handicap, qui voit ça, ah oui, alors ça a pas partagé. Attendez, à nouveau, D'accord, en attendant, tu as Lola Lisa qui écrit en plus, les MDPH sont à 4 à 6 mois de retard dans les dossiers. Pensons que nous serons tous handicapés et vieux. Ah ouais, le retard dans les dossiers, c'est assez impressionnant.
Ah mais je vais même plus loin que ça. Mon père qui avait fait un très grave AVC, qui s'était retrouvé hémiplégique à 80. On a fait, je crois, 3 semaines après le dossier MDPH parce que justement pour les prises en charge, parce qu'avec le retour à la maison et cetera, il est décédé 1 an plus tard, le dossier est passé, je crois, 2 ou 3 mois après le décès. Eh ben, s'ils font comme ça avec la guerre en Ukraine, ça va être bien. On va envoyer les troupes et les dossiers fourniture de munitions, ils vont prendre un peu de temps. Voilà, Euh, donc c'était cette phrase que je voulais mettre en avant. on y arrive, Pedro. Je voulais juste. Allez, vas-y. Vas-y. Non, non, c'est la phrase que je mets en avant, Ah, c'est d'accord, c'était d'accord. Pour ainsi, mais tu nous l'as dit, c'est bien, ça oui, fait oui, non, longtemps. mais je remonte parce qu'il Par contre, faut quand même le Tristan, dire, tu vois? Pour se dire, oui, c'est Tristan nous rappelle l'invité que nous avions eu ici, la maman des 2 enfants lourds handicapés, oui, c'est qui ce devait que j'ai refaire évoqué son tout à l'heure. dossier chaque année. Chaque année. Alors que le handicap, bon, a priori, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est de saison, hein. C'est pas une grippe, ça part pas. Ouais, on fait vraiment face à des débiles Alors, qui sont, dont les actes, rendent fous les citoyens. C'est du mépris, en fait. moi, par Bon, moi, rapport je à ce que voudrais dit Jean-Pierre Leroux, par contre, par rapport à Lourdes, il faut savoir que durant le covid, Lourdes a été l'un des plus gros clusters parce que, bah, les gens sont allés tous se baigner sans se désinfecter les mains dans l'eau. Ça a fait un beau bouillon de culture ouais. et c'est là et d'ailleurs, souvenez-vous, l'eau bénite avait été interdite parce qu'ils se sont rendus compte que ça propageait toutes les maladies, donc Oui, c'était oui, oui. donc elle était pas si bénite que ça, mais bon, je suis mauvaise langue. Il y a Sébastien Durand qui nous écrit: «On apprend, quand on parle de dossier pour entrer, entre guillemets, dans la MDPH. Quand le dossier est en ordre et qu'on déménage, c'est plus 4 mois». Voilà, bonus tout de suite. Heureusement que c'est organisé, et que tout ça est électronique, hein, sinon qu'est-ce que ça serait? Ça serait 1 an peut-être. Il y a un sujet, que je vais hijacker, ce que je voudrais le rappeler, ça a été, rappelé dans le fil. On l'a mis un peu, comme ça, on en a déjà parlé, mais c'est quand même, l'évoquer. C'est le cas de, Cécile Kohler. Kohler. Cécile Kohler qui est, prisonnière en Iran depuis, 1035 jours. Voilà, donc c'est un professeur agrégé de lettres modernes qui était délégué FO. Et donc, les Iraniens ont dû regarder trop la série de Canal Plus euh, sur les légendes, sur la CIA, sur la DGSE. Homeland? Mais non, la nôtre, Canal Plus, légende. Ah, le nom m'échappe. Ah, Bureau des légendes. Le bureau des légendes. Parce que bon, une professeure de lettres modernes syndiquée FO comme espionne, franchement, c'est la couverture la plus nulle que j'ai jamais entendue. Euh, déjà entendu parler. Bon, je crois pas que ce soit si nul que ça la DGSE. Donc voilà, elle est originaire du Rhin. Donc là, on voit le journal d'Alsace qui l'évoque. Et d'ailleurs, les communes du Rhin vont faire des banderoles pour parler d'elle. Le 1035 jours, là, on est dans les 3 ans. Euh, c'est dramatique. Et là, étonnamment, le gouvernement ne fait pas grand-chose, alors qu'il y aurait des leviers d'action pour agir afin d'obtenir sa libération. Et puis il n'y a pas qu'elle, elle est en Il y a prison aussi avec Jacques Paris, mmh. lui aussi depuis 2022. Et pour le moment, il n'y a pas de perspective de libération. Et les deux sont dans des prisons, une prison très très dure, dans des conditions dures. Et Je d'ailleurs, pense que, tu vois, quand on a. Non, mais c'est intéressant dans le cas, parce que quand on a une volonté politique réelle et qu'on n'est pas juste à fanfaronner en faisant comme si on était un chef de guerre, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron, ben on peut faire comme a fait Donald Trump, qui a obtenu la libération d'un prisonnier américain en Russie,
qu'il a échangé, enfin, contre un autre prisonnier, contre, a priori un espion russe, bah, il a obtenu la libération de son concitoyen. Juste, c'est intéressant parce que on n'aime pas Trump sur le fond, mais là, il faut lui reconnaître quelque chose. Il était à Butler, et à Butler, c'est là où il a pris une balle dans l'oreille et pas dans la tête. Et à Butler, on l'a vu pour ceux qui ont suivi son adresse au Congrès, il y avait une petite dame de 92 ans et qui est venue le voir et qui lui a dit faut libérer mon fils. Et son fils, ben, c'est celui qui a été libéré. Donc il a tenu parole, il a fait. Et vous imaginez combien c'est difficile, même pour Trump, de faire pression pour obtenir la libération de quelqu'un alors que son pays fournit des armes qui tuent des jeunes Russes. On n'est pas du tout dans ce cas de figure avec l'Iran. Euh, il y a d'où, c'est pas qu'il doit. Je vois, moi, au moins 4 leviers d'action diplomatique, d'avantages, d'échanges avec l'Iran pour sortir Madame Koller et Monsieur Paris des prisons. Eh ben, même ça, Macron ne le fait pas. Par On contre, n'a plus de il veut diplomatie. entrer en guerre avec la Russie. Donc là, on est quand même dans le un immense n'importe quoi continuel. En tout cas, Fréquence Populaire se joint au soutien, au comité de soutien de Cécile Kohler et de Jacques Paris. Et voilà, on leur envoie toutes nos pensées, parce qu'on ne va pas faire grand-chose d'autre, et en espérant que quelqu'un au sommet de l'État se saisisse de ce dossier un peu sérieusement. Alors Georges, si je ne me trompe pas, il y a aussi bientôt une manifestation, en soutien à Boualem Sansal, Alors, ça sera le 15 lui mars, aussi emprisonné et qui fait une grève de la faim, si je ne me trompe pas. oui, qui est en grève de la faim, qui a 80 ans, écrivain franco-algérien, on en a parlé ici. D'ailleurs, c'est Kamel Benchek qui en a parlé ici. Elle avait dit le problème, c'est pas ce que dit Boualem Sansal. Il disait c'est complètement idiot. Sur la question des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Mais il a dit on n'emprisonne pas des écrivains juste parce que ils disent ce qu'ils pensent. Voilà. Bon. Donc, il y a un comité international de soutien pour la libération de Boualem Sansal. J'en suis un des membres fondateurs, j'en suis fier. Et nous organisons une manifestation le 15 mars à 15 heures. Pour le moment, le lieu n'est pas établi puisque nous attendons, en tout cas j'attends l'autorisation de la préfecture. Donc, si quelqu'un à la préfecture nous regarde, ça serait sympa de réagir comme ça. On peut prévenir La les gens. populace, La populace, c'est vulgaire, tu sais, c'est méprisant, la populace. Voilà, les gueux, voilà, prévenir les gueux. Donc, descendant, non mais les c'est gueux terrible. qui sont ici et qui nous écoutent, vous êtes, pour ceux qui le pourront, le 15 mars, on sera un samedi, donc, hein, ça, il devra faire beau, 15 heures, samedi 15 heures, quelque part dans Paris. On le saura bientôt, mais venez pour. Ben, ça permettra de se rencontrer aussi pour ceux qui voudront. Il y aura du beau monde. Il y aura Stéphane Rosès, il y aura Kamel Benchek, il y aura Arnaud Benedetti. Euh, Regardez les noms du comité de soutien à Boualem Sansal, tout le monde sera là. Ça permet de rencontrer des gens, de leur poser des questions, de discuter, en plus de faire une bonne action pour soutenir la libération de Boualem Sansal. Voilà, donc Cécile Colère, Boualem Sansal, Jacques Paris, on vous soutient de loin. Ça mange pas grand de pain, on fait pas grand chose, mais au moins on fait en sorte de ne pas vous oublier parce que Cécile Colère est un peu oubliée. Donc je remercie, je ne sais plus qui dans le fil nous l'a rappelé, qui dans le fil nous l'a rappelé, et merci à vous. Et on avait déjà fait une fois, mais on le refera de manière régulière. Merci Georges. Alors moi j'avais une question parce que pour toi, on a à l'heure actuelle donc le gouvernement assez discrètement, alors déjà il enlève les dépenses militaires du déficit, mais on se rend compte donc il a publié ses mesures fiscales pour 2025 avec notamment une réévaluation du barème de l'impôt sur le revenu, ni vu ni connu, de 1,8. Alors il dit: «C'est un ajustement technique». Alors maintenant il y avait le dérapage technique, maintenant il y a l'ajustement technique. Bon,
concrètement, c'est mesure qui masque difficilement une hausse déguisée des prélèvements, alors qu'ils avaient promis de pas le faire, hein. C'est le en même temps. Pendant ce temps-là, les taxes sur l'énergie et les carburants continuent d'augmenter, mettant encore plus de pression sur les ménages. Est-ce que tu penses pas qu'on nous vend une baisse d'impôts alors qu'en réalité, on nous la met à l'envers avec ces ponctions cachées? Non, mais c'est même, certain, Pedro. C'est-à-dire Non, mais la j'ai la réponse, mais voilà. non, non, mais non, mais bien évidemment, mais l'intervention hier soir d'Emmanuel Macron était, assez pauvre, en termes de capacité. Beaucoup de mots, on brasse de l'air chaud, mais peu de réactions. Par contre, ce qui m'a semblé le plus faux, c'est la non-augmentation des impôts. Alors, on va le dire clairement, puisque nous, ici, nous sommes clairs et mon motto, c'est: «Bienvenue dans le monde réel». Il n'est pas possible, dans un pays qui a pulvérisé la barre des 120 du PIB en endettement, qui fait face à une augmentation, des taux d'intérêt, qui a une industrie qui s'effondre, donc qui fait face à une, augmentation à chaque mois, une vraie augmentation, du déficit de la balance commerciale, plus qui veut emprunter de l'argent selon les cadres, proposés par le rapport Mario Draghi pour le jeter par la fenêtre en achetant du matériel militaire. Quand je dis jeter par la fenêtre, c'est parce qu'on achètera du matériel militaire produit ailleurs qui ne servira à rien puisqu'on n'entrera pas en guerre avec la Russie, parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas entrer à la guerre avec la Russie et tous les dieux de l'univers nous en gardent puisque nous sommes tous les 2 des nations nucléaires et que tout ça finira en un énorme tas de poussière. Donc ce sera un Georges, achat tu veux dire qu'on n'a pas des absolument goûts inutile. Georges, Attends, ouais, attends, tu es en train de nous dire que nos gouvernements sont tous des lâches et ont pas le courage d'appuyer sur le bouton nucléaire? Franchement. non, c'est pas ça que je dis. C'est que je dis que de toute façon, tout ça est absurde. Mais par contre, heu heu tout en ayant en plus dans notre pays, malgré tout et encore, un État social plutôt généreux. Tout ça, ce sont des dépenses et tout ça est impossible, en fait, ensemble. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Je ne parle pas du CICE, on l'a abordé ici avec, Jacques Sapir dans l'émission, Économie souveraine que je vous invite à regarder. Il a passé la barre des 100 000, pardon, il arrive aux 40 000 vues. 100 000 vues, c'est sur l'aspect géopolitique, mais cette émission est très, très importante pour comprendre au en profondeur quelles sont les capacités d'action réelles qu'on a et pas juste les Thomas Guénolé et les Glucksmann qui braillent à la télévision en disant n'importe quoi. Euh, eh bien, tout ça implique de très, très sévères politiques d'austérité et des augmentations d'impôts. C'est ça qui va se passer. Et c'est ça qui se passe. Et de multiples manières, avec des réajustements structurels, des petites taxes qui passent ici, des plus grandes taxes à la valeur ajoutée qui passent par là, des sorties de ce qui était à 5,5 en TVA en le remettant à 20%, et ainsi de suite, jusqu'au moment où il faudra taxer davantage. C'est comme ça. D'autant plus que nous nous sommes privés d'une manne colossale, à savoir la taxation des très hauts revenus. Les systèmes de libre-échange et l'organisation du dumping fiscal mis en place dans cette Union européenne-là par le précédent président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, fait que si vous avez 1 million, ne parlons pas plus, pour payer des impôts, eh ben c'est que vous êtes soit complètement con, soit que vous avez une fibre sociale et que vous pensez qu'il faut payer des impôts. Il y en a. Et je salue tous ces gens qui sont riches et qui jouent le jeu. Mais la plupart, soyons honnêtes, ne jouent pas le jeu et utilisent tous les moyens mis à leur disposition pour ne pas payer l'impôt. Dès lors, qui paye? Les classes moyennes taxables, les entreprises taxables, les artisanats, les entreprises d'artisanat taxables, et
tous les plus pauvres, y compris les plus pauvres dans notre pays, par la TVA. Voilà où on en est. Donc ça va augmenter et donc ils se foutent de notre gueule et donc c'est insupportable. Mais, pour aller plus loin, tu sais, on parlait, de le de l'énergie, tu vois ce que je veux dire? C'est flagrant, en fait. Moi, je sais que j'ai quasiment tout le temps la même consommation. En 2021, en gros, tous les 2 mois, je payais 100 €. Bon, en 2025, je paye tous les 2 mois 147 €. On Et en parlera, encore ou 150 €. C'est et en plus, on est encore soumis au bouclier tarifaire et cetera, tu vois? Donc on est sur une augmentation et je suis, si je remonte parce que je vais regarder jusqu'où je peux remonter, non, je peux remonter en 2018. En 2018, j'étais en moyenne à allô? Il y a ton 70 €. téléphone Oui, qui pardon. sonne. Oui, ça quelque chose a sonné effectivement et a parasité mon micro. Je disais en 2018, donc c'est là où je peux remonter, je vois les factures sont aux alentours de 67 €. C'est-à-dire qu'on est passé de 2018, 67 € pour la même consommation à 2025, 150 €. Voilà la réalité et Alors, et ça sans compter la cantine, les charges, je tout. bon, sache que la communauté qui nous écoute s'en fout de ce qu'on raconte et ils sont dans la guerre. Eux, ils ont une discussion sur le conflit, et est-ce que notre armée est prête? Qu'est-ce qu'on a comme arme nucléaire? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On a que 300 Pop nous écrit 350 000 sur les drapeaux, la Russie en a Je crois que non, il y a pas autant de gens sur la planète Terre, c'est pas possible. Vache, ils vont envahir tout le système solaire, oui, mais ça, c'est le projet de c'est pas Trump. possible. Il a tu Bon, sais que dans les ouais. dans son discours. Bon, attendez les amis, sérieusement, il se fait que, je crois que je suis un des rares, à avoir, heu, une véritable, contrairement à Guénolé, une expérience de la guerre. Je l'ai vécu en tant qu'humanitaire à 21 ans au Rwanda, avec un génocide. J'ai vécu à Belgrade, la ville où je suis né, quand, cette ville a été bombardée par l'OTAN et je l'ai vécu en Afghanistan très directement en tant qu'officier de l'armée française. Un an après, mes 8 mois passés en Afghanistan, malheureusement, nous avions 10 de nos militaires du 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine qui mouraient, au combat, dans la vallée d'Ouzbine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette tragédie et ce qui s'en est suivi. Ça a été, soit un tollé, en France, soit un désespoir, soit, de une critique du gouvernement. Et alors oui, c'est terrible quand nos militaires meurent et il faut saluer ceux qui, heu, portent l'uniforme et défendent ce pays et c'est un choix, que font les gens de s'engager, au service des autres et il faut le respecter et pas s'en moquer. Mais l'hypothèse de travail, comme l'écrivait à l'époque, Michel Goya dans un de ses livres, l'hypothèse de travail, c'est la mort. Vous vous engagez dans l'armée, dans des unités d'élite comme le 8e régiment parachutiste d'infanterie de marine, l'hypothèse, c'est la mort. Et ils étaient déjà morts parce qu'il manquait de munitions, manquait de soutien. Malheureusement pour eux, ça s'est fini pour, plusieurs d'entre eux au couteau. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça, c'était en 2008, hein, il y a 17 ans. Ça nous dit, un, qu'on n'a toujours pas réglé les problèmes d'approvisionnement, suffisants en munitions. Donc pour partir à la guerre, bah, ça se fait pas sans rien. De 2, on n'a pas l'état d'esprit prêt à la guerre. Dans les phases les plus dures de guerre en ce moment sur le front en Ukraine, par jour, les Ukrainiens perdent 2 000 hommes. Saisissez bien le chiffre. 2 000 hommes. 2 000 guénolés meurent par jour. Du côté russe, c'est 200. 200 déjà, par jour. Et donc 400, 500, 600 qui se voient avec une blessure grave par jour.
On ne supporte pas 10 morts des unités d'élite. Quelle guerre! Enfin, et je le rappelle ici, la Russie dispose de 6 000 têtes nucléaires et nous, plusieurs centaines. Alors c'est très, très bien. Nous avons la dissuasion nucléaire, car nous pouvons détruire, peut-être pas entièrement la Russie, mais porter de tels dégâts que ce pays disparaîtrait et quasiment toute sa population. On ne peut pas entrer en guerre avec la Russie. Voilà. Ni avec les États-Unis, ni avec l'Inde, ni aucune, ou l'Angleterre, ni avec aucune nation nucléaire. C'est le principe de la dissuasion nucléaire. C'est pour ça que tout ça est un insupportable écran de fumée qui évite de trouver des solutions diplomatiques, qui évite de s'occuper des questions intérieures. Personne n'ira au combat. D'ailleurs, hier soir, Emmanuel Macron l'a quand même suffisamment, enfin, il a dit, quand la paix sera signée, sans expliquer quelle paix ni comment. Quand la paix sera signée, alors la France enverra des troupes au sol et même pas sur la zone de contact. Je ne sais pas si vous imaginez le ridicule que cela représente quand si on est au Kremlin. Ah, ils vont envoyer des troupes de paix quand la paix sera signée. Redoutable, redoutable. Bon, encore une fois, tout ça est ridicule, tout ça est de la poudre aux yeux. Et sert d'autres intérêts. On a parlé avec François Coq, c'est fédéraliser l'Union européenne et c'est enrégimenter la vie publique en France. Il ne sert qu'à ça. Il n'y aura pas de guerre avec la Russie. Et heureusement, parce qu'on mourrait tous. Écoute, moi, ce qui me préoccupe, c'est, franchement, dans les conflits, c'est ce que les Chinois sont en train de préparer. Parce que les Chinois sont en train de robotiser énormément leur armée. Alors, malgré tout, on a vu que le conflit en Ukraine, a fait, la part belle, au «low tech» entre guillemets, mais on s'est retrouvé quand même avec des drones, commerciaux chinois, donc DJI, qui, sont devenus military proof, quoi. Alors qu'avant, il fallait un certain nombre, comme quoi la fiabilité. Et alors je sais pas si je peux partager, mais ils font, énormément de ils ont des tanks robotisés maintenant autonomes, ils ont des batteries, ils sont en train de faire énormément de progrès là-dessus. Et ils ont même des policiers robots maintenant, c'est Robocop, la Chine. Donc je pense que le vrai sujet, de toute façon, à un moment, ce sera plus, combien on est capable de mettre d'hommes sur le terrain, mais l'avance technologique qu'on a et notre capacité ou pas à maintenir cette avance. Parce que, un bon EMP, c'est pour ça que moi je trouve que c'est ce qu'on développe pas assez, tu vois? Une arme électromagnétique qui grille tout. Mais bon, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que ça, pour l'instant, ça va pas dans le bon sens. Et c'est sûr que au lieu d'avoir des dirigeants qui portent un message de paix, on a quand même des dirigeants qui sont dans une escalade permanente avec le risque. Alors moi je suis juste déçu, c'est que dans le narratif, on parle plus de péril rouge, tu vois? Je trouvais ça beau, en fait. Il y avait un côté, il y avait une sonorité, il y avait une couleur, il y avait, tu vois, une Bon, identité. euh, blague entre guillemets, Pedro, mis à part, des dirigeants qui, eux, sont particulièrement sérieux, ne sont pas des bouffons comme ceux qu'on a, ont dit après, pendant la conférence de presse Mmh. conférence de presse, pendant l'adresse au Congrès de Donald Trump, nous ont sorti cela. Alors, c'est China says it's ready for any type of war with US. Donc, la Chine se déclare prête à tout type de guerre, donc ça c'est la BBC, oui, euh, se dit prête à tout type de guerre avec les États-Unis. Guerre commerciale ou autre guerre, ont-ils précisé. Quand on sait combien les Chinois sont parcimonieux dans ce genre de prise de parole, on n'est vraiment pas dans du Macron. Hein. Côté Xi Jinping, c'est toujours très, très, très mesuré.
C'est là, on a une montée de 2 crans d'un coup. C'est là que les choses sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus dangereuses. Donc, que ce soit avec des robots ou pas des robots, Pedro, Mmh. ou des drones ou pas des drones, les Chinois, visiblement, plaisantent pas du tout. Et comme le dit voilà, l'ISI, l'INSEE, et sérieusement, si les Chinois disent ça, c'est qu'ils le feront. Et le problème, voilà, quand on fait de la politique, un des problèmes, c'est que la parole doit avoir du sens, surtout la parole du chef. Macron, on était en guerre, bon, ça a été suffisamment dit vous l'avez tous dit, enfin pas tous, mais beaucoup dans le fil du chat. Le Covid, nous sommes en guerre. Vous avez vu, vous, l'installation de l'usine de médicaments en France? Ça fait quand même 5 ans maintenant. Non, rien. 6 ans, genre 6 ans. Rien, il ne s'est rien passé, rien du tout. Il y a pas de, on n'a rien. Et parce qu'il y a un délai de 20 ans incompressible en France avant qu'on accélère les choses. Euh, Oui, Tristan qui nous écrit qu'il y a une boîte de paracétamol qui s'est installée à Toulouse. Enfin, voilà. Et puis Sanofi a délocalisé ses chercheurs aux États-Unis tout en touchant l'impôt sur le crédit impôt recherche, hein. Mais ils sont, c'est aux États-Unis. Voilà. Je Et ben, on n'est pas crédible. Et c'est ça qui est très embêtant avec ceux qui ne suivent pas sérieusement les affaires géopolitiques, c'est que les Russes sont assez clairs. En fait, ils disent ce qu'ils font à chaque fois. Exactement pour les Chinois. Donc ça, c'est des choses à prendre au sérieux. Alors Georges, il y a Jean-Pierre Leroux qui dit qu'il est agacé parce que tu ne réponds pas à la question. Il veut faire Laquelle? partie J'arrive pas à il tout veut shooter, faire moi. partie de ton comité de campagne pour ta pré pour, le fait que tu te présentes aux prochaines présidentielles. Il veut savoir, est-ce que tu envisages de te présenter aux prochaines présidentielles? C'est très important pour Jean-Pierre, et la dernière fois, j'ai répondu: «Bah, il faut voir les conditions à ce moment-là», mais ça ne l'a pas satisfait comme réponse. Donc on te pose solennellement la question: est-ce que on prépare déjà les banderoles Georges président? Et j'arrête pas de recevoir des faux appels. Il faut, non, il faut voir quelles seront les conditions. Pedro a très bien répondu à ça. Allez, ça va vous faire un peu d'instruction pour ceux qui ne seraient pas au courant. Vous savez quand même, on a été surpris lors de l'élection présidentielle de 2025. On a été un peu surpris et on n'avait pas compris ça. Mais bon, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à ne pas l'avoir compris. Qu'est-ce qu'on n'avait pas compris? Eh bien, c'est que, enfin si, on avait compris que les conditions de collecte des signatures des maires avaient changé sous François Hollande et aggravé par Emmanuel Macron pour avoir un peu moins de démocratie, si c'est possible. Bon, on a découvert ça, mais il y a un tout petit aspect qu'on n'avait pas bien compris. Et le petit aspect, c'est que avant, vous alliez chercher les signatures des maires. Oui, j'hésite parce que ce qu'on avait compris, c'est que c'était totalement visible. Ce qui fait que ça rendait beaucoup de maires réticents à prendre, à s'engager pour qui que ce soit, hein, de peur de gêner, d'être classé de gauche, de droite, fasciste, gauchiste, de ne pas voir son projet réalisé par la communauté de communes, par le département, par la région, peur de gêner un de ses chefs très là-haut placé. Donc, on est à 85% des communes ne signent pour personne, il faut le savoir. Bon, donc, il faut 500 signatures. Ça, on avait compris cette partie-là. Mais la partie qu'on n'avait pas compris, c'est que on n'avait pas compris les conséquences de ce que ça représentait. C'est avant, vous cherchiez, vous imprimiez un CERFA avec l'autorisation pour le maire, enfin un maire, voilà, s'engageait pour soutenir et pourquoi pas Kuzmanovic. Bon. Je pouvais y aller, ou des militants dans telle ou telle mairie, des mois à l'avance, et dire Monsieur Jean Machin, voilà, nous on voudrait que vous souteniez Kuzmanovic. Alors, discussion, pourquoi? Pour la démocratie, parce qu'il défend ceci, blablabla. Puis s'il accepte, eh ben, il signait. Photocopie de sa pièce d'identité, le militant repartait avec ça, ça s'ajoutait à tout un tas de signatures, et quand on en avait 500, un peu plus en raison des pertes, solennellement, en convoquant les journalistes,
les candidats allaient au Conseil constitutionnel dire voilà, j'ai les maires, 500 maires qui me soutiennent, je suis officiellement candidat ou candidate. Ok. Mais depuis 2022, eh bien, c'est ça qu'on avait raté, euh, Monsieur Leroux. Chaque maire reçoit une enveloppe individuelle de Pas la en part, recommandé en plus, hein, oui, oui, en effet, ça. individuelle, simple, sans mention particulière que ça vient du Conseil constitutionnel, dans le courrier général. C'est même pas recommandé. Donc, arrivant dans le courrier général d'une petite mairie où la mairie est ouverte une après-midi par semaine, vous imaginez l'effet. Hein, ça arrive avec les pubs, avec tout. Et dans ce courrier, il y a un CERFA, le CERFA dédié à ce maire. Et en plus de cela, sans que ce soit extrêmement bien expliqué, il y a une enveloppe particulière adressée au Conseil constitutionnel. Bon, il ne faut pas rater l'enveloppe. Il faut ouvrir ce truc, le remplir par soi-même, pas rater, pas mettre le prénom à la place du nom, cocher les mauvaises cases. Toute erreur implique de quoi? Eh ben, vous ne pouvez même plus, comme avant, aller sur internet, réimprimer un CERFA en tant que maire. Non, il faut en faire une demande spéciale à votre préfecture. Alors, vous imaginez le nombre de maires qui sont déjà chargés de travail, qui vont faire ça? Aucune chance. Puis après, si vous vraiment voulez le faire, c'est le maire qui doit l'envoyer. Mmh. Et il faut qu'il l'envoie dans la bonne enveloppe. S'il l'envoie dans une autre enveloppe avec marqué tout bien Conseil constitutionnel, eh ben, c'est pas valide, dis donc. Mmh. Oui, c'était Et même il tout pouvait pas le ça, mettre, il pouvait pas mettre l'enveloppe dans une enveloppe. Je me souviens de cette histoire absurde. voilà. Et tout ça, alors qu'avant, cette collecte que vous pouvez faire de manière plus souple, vous pouvez le faire un an avant. C'est ce que faisait par exemple Lutte ouvrière. Ils envoyaient pendant 2 ans des militants de mairie en mairie, petit à petit, constituer le pack de 500 signatures. Ça se passe en un mois. Un mois. Donc les maires reçoivent leur CERFA 2, 3 jours avant, si ça se passe bien, des fois le courrier se perd, 2, 3 jours avant l'ouverture de la chasse, et là vous avez un mois. Imaginez la vie des maires à ce moment-là. Le maire Jean Machin, maire de Trifouille-les-Oies, 432 habitants, qui vit sa vie parce qu'en même temps il est agriculteur ou il travaille, hein, parce que c'est pas ça qui va le faire manger. Tout à coup débarquent des gens de la France insoumise qui disent ah, faut vraiment soutenir Mélenchon, c'est important. Puis le lendemain, ah, c'est des gens du Rassemblement national qui disent non, mais c'est Marine Le Pen va sauver la France. Puis après, tout à coup, il y a un coup de téléphone qui arrive. Le président compte sur vous, il faut vraiment que vous le souteniez. Et puis arrivent des gars de République souveraine, mais Kuzmanovic, c'est super. Et puis arrivent des gars de la Révolution permanente, et puis les Verts, et puis des personnes qui ne parlent jamais hein, à ce pauvre maire. À chaque fois qu'il a besoin d'une petite aide pour réparer la route, il faut des mois et des mois. Et tout à coup, tout le monde lui tombe dessus comme les mouches sur la merde. Mmh. Alors Alors vous imaginez la complexité. Donc, en fait, la question qui se pose à toute personne qui va être candidat, c'est de préparer des collectes de signatures pré-préparées. Parce que là, c'est encore pire qu'avant. C'est ce qu'on pourrait préparer en allant avec un CERFA. C'est pré-préparer des longues tournées dans les mairies pour leur dire un jour ça va arriver, ça serait et bien. avec suffisamment d'équipes. Et donc suffisamment d'équipes, et donc suffisamment de quoi? De pesetas. Parce que c'est beaucoup d'argent tout ça. Voilà, en fait, de facto, c'est une contrainte, c'est une limitation de la démocratie qu'a mis en place un socialiste, enfin un socialiste, parti socialiste, qui porte si mal à son nom, Monsieur François Hollande. Voilà. Aggravé par Emmanuel Macron. Donc ça, c'est du parfait. Donc rien que ça complique les choses. Ne parlons pas du problème de la limitation du temps de parole. Parce que comme on est en démocratie, et là on s'accroche les amis, comme on est en démocratie, au moment où vont s'affronter différentes options politiques, des verts, des gens de droite, des conservateurs, des woke, des gauchistes, des droitistes. Ils ont le droit, on est en démocratie, ils vont défendre un projet pour la France. Eh bien, à ce moment-là, parce qu'on est en campagne politique, leur temps de parole est réduit. C'est la réalité, ça fonctionne comme ça.
Pendant la campagne politique, le temps de parole officiel doit être réduit. Mmh. C'est pas super? Donc Mais quand ces conditions comme ça sont réunies, et comme, contrairement à ce que racontent, des, cinglés, je n'ai pas de financement de la part du Kremlin, et ben, ni de aucune banque, ni de rien du tout. Toutes ces choses-là deviennent compliquées et c'est compliqué pour quasiment tous les candidats, sauf ceux qui, ont des partis, installés. Voilà la réalité. Avant toute considération de vouloir y aller, pas y aller. Peut-être qu'on devrait appeler Trump, non? Peut-être alors, JD Vance. Si on appelait JD Vance, ils ont des sous, non? Pour soutenir la liberté d'expression. Je suis sûr que ça va leur plaire notre histoire. Lizzie Lindsay dit: «Les prévenir en amont, oui, mais en fait, il y a les élections municipales, donc les équipes peuvent être renouvelées, donc tout le travail peut être à refaire, donc c'est compliqué» et je me souviens de plusieurs anecdotes pendant, nous, quand on a fait la Non, non, collecte de mais parrainage. vous ouais, mais Attends, ouais. juste de dire, de maires qui avaient promis, qui dit: «Passez chez moi récupérer» et que les camarades arrivant voient une voiture qui part, limite, genre elle avait braqué, une banque, elle s'en va et en fait, c'était un autre groupe politique qui avait récupéré le qui avait mis un gros coup de pression au maire en question et qui avait récupéré le parrainage avant. Oui, parce que, donc Oui, les pauvres contre les pauvres. c'était l'easy. Vous avez raison. Mais justement, ça pouvait se faire avant parce que vous preniez le Cerfa. Mais même s'il y a pas de voiture du je sais pas, du RN ou de LR qui passe, juste avant vous, c'est quand même faut le faire en un mois Mmh. et même si c'est fait en avant, imaginons, encore une fois, Jean Machin de Trifouille-les-Oies, qui a sa vie, qui a ses enfants, qui a ses galères, qui a une mairie à gérer, en plus de son, je sais pas, de sa propriété agricole, d'élevage de vaches. Il y en a plein des comme ça. Bon, un jour, il a reçu quelqu'un qui lui a parlé de Kuzmanovic ou de Tartampion. Super, ouais, elle trouvait ça bien. C'est bien ce projet, de souveraineté pour la France avec le social et une vision, gaulliste. Il dit: «Bah, ouais, c'est exactement ce que je pense, c'est bien ça». Mais 6 mois, c'est cool. Il pas c'est pas son sujet principal. Il faut quand même le voir en un mois, Mmh. 500 signatures Surtout que et ça, les amis, c'est très compliqué. Voilà, surtout qu'on peut, au fil des années, récolter des promesses. Mais la promesse ne vaut rien tant qu'on n'a pas le CERFA envoyé et on n'a pas la certitude que le CERFA est envoyé tant que le Conseil constitutionnel n'a pas publié la liste comme quoi ça a été envoyé. Puisque il y a parfois des maires qui disent: «Oui, oui, oui, je l'ai envoyé» et à la fin, quand vous regardez les signes, vous ne voyez jamais. On a eu énormément de cas. En fait, on a appris qu'on a, dans mon cas, par exemple, on a eu beaucoup d'annulations Mmh. avec Kuzmanovic. On fait des erreurs sur Kuzmanovic. C'est pas le bon endroit, on n'a pas mis, il y en a qui parce que ça a été vite, ils ont mis le prénom à la place du nom. D'autres, qui ont pas envoyé dans la bonne enveloppe. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. Maintenant, ma détermination personnelle à tenter de faire quelque chose, que ce soit, dans ce cadre électoral ou d'autres, n'a pas changé. Et pour le moment, avec Pedro, avec Tristan, avec Eric, avec Diane, avec toute l'équipe et tous ceux qui sont avec nous et bientôt Sébastien Migliore et bientôt François Coq qui aura une émission, heu, Emmanuel Todd, bref, Jacques Sapir. Eh bien, nous apportons, voilà, une analyse différente, un éclairage différent sur, le plus d'aspects possibles, afin, bah, voilà, que vous soyez informés, que puissiez, défendre la cause qui vous semblera le plus juste au moment où ce sera nécessaire. Alors moi, j'avais un dernier sujet pour aujourd'hui, sauf si tu en as un autre. Et Thomas Gris, note, d'où l'importance de rejoindre les listes municipales de petites bourgades. Et oui, en fait. Le Oui, vrai parce que combat pour ceux honnêtement qui voudraient faire ça, c'est 2026. S'il y a pas d'élection présidentielle avant, parce que l'élection municipale, c'est 2026 et comme disait Pedro, 2026, nouvelle équipe, donc toute une partie du travail ne peut pas être fait, il pourra être fait à partir de l'élection municipale de 2026. 1 an, juste 1 an avant l'élection présidentielle. Mais c'est là que c'est intéressant d'avoir des maires ou des conseillers municipaux ou des conseillers à Paris ou ainsi de suite. oui, oui, tout à fait et d'ailleurs, il y a énormément de villes en France où il y a pas de maire. Donc pour ceux qui habitent dans ces villes-là, pensez-y.
10% des mairies. Exactement, c'est du parrainage gratos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut imaginer qu'il y avait même certains candidats dont on taiera le nom qui payaient les parrainages. Oui, Heu, oui, oui, bon, on va pas rentrer dans les voilà. détails, mais voilà, c'est je pense une information intéressante, faut la répéter parce que quand on dit on a des dénis démocratiques, c'est pas toujours clair comment, Mmh mh. ni pourquoi, mais voilà, c'est très clairement pour ça. Alors, j'avais un dernier petit sujet Ouais, parce que j'ai vu un événement, donc alors ça se passe dans l'est de la France, mais on a parlé, des comités Théodule sur le handicap et donc là, donc les ARS organisent la journée régionale qualité et sécurité des soins. On pourrait se dire, «Waouh, c'est super bien», donc le 6 mars, donc aujourd'hui, heu c'est une super initiative, sauf qu'en parallèle, au même endroit, les services d'urgence sont en crise, les soignants sont à bout, les patients attendent des heures et des heures sur des brancards faute de personnel. Et donc, Georges, ma question, est-ce que c'est pas un peu indécent d'organiser des colloques, de manger sur des buffets et cetera, alors que les propres, médecins des urgences peuvent même pas prendre 5 minutes pour avoir une pause et qu'on va dire, on est face à une situation sanitaire complètement dégradée. ouais, faisons simple, les ARS doivent disparaître. Voilà, si j'étais, candidat, je ferais disparaître les ARS. Voilà, là, je ferais du doge. Ce truc-là a été mis en place pour saborder l'hôpital public, comme le suradministratif dans les hôpitaux publics. On a des hôpitaux publics où il y a parfois 45-50% d'administratifs. Et j'aime de plus en plus ce terme de mon ami Jean-Baptiste, ils font chier les médecins. Ils emmerdent juste les médecins qui ne peuvent pas travailler. D'ailleurs, tous ces bureaucrates emmerdent tous les gens qui travaillent sérieusement, que ce soit dans les entreprises, à l'hôpital, dans la police, chez les pompiers. Il faut tout le temps remplir tout un tas de rapports. Il faut faire l'audit des trucs. Il faut vérifier combien de seringues vous avez utilisées. Des fois, ces gens-là, on dirait qu'ils cherchent à rendre fous les soignants. Vous savez qu'il faut compter le nombre de seringues que vous utilisez tous les mois? À l'unité près. Il y a un abruti dans les ARS qui a trouvé que c'était génial pour, limiter les dépenses. Mais si on enlevait son salaire, je pense qu'il pourrait utiliser plus de seringues déjà. Voilà. Et on l'a vu au moment de la crise Covid. Vous vous souvenez? Quand tout le monde, applaudissait les soignants, l'hôpital public a été en saturation et il a été sauvé par les soignants. Médecins, chirurgiens, infirmiers, aides-soignants. Et ils ont gentiment dit aux administratifs, en particulier à ceux de l'ARS: «Et vous savez quoi? Vous allez faire des réunions, en visio, de chez vous, et en caleçon et puis vous nous laissez travailler». C'est ce qui s'est passé. Et ben, on a exactement ce qu'il faut faire. Mais Se tu sais, remettre en situation de guerre Covid et réorganiser l'hôpital de telle manière que les soignants ont un objectif de service public clair: soigner les citoyens et ils s'organisent à cette fin. Et le travail du politique, ce n'est pas d'aller justifier qu'il faut réduire la dépense publique, réduire le nombre d'hôpitaux, parce qu'il faut réduire les dépenses publiques pour après imaginer des dépenses publiques délirantes pour aller faire une guerre impossible aux Russes. C'est de trouver les moyens pour permettre aux soignants de soigner les citoyens. mmh, Et en plus, c'est rentable, Pedro, parce qu'une population bien soignée, c'est une population qui travaille bien. C'est une population qui coûte moins cher en catastrophe parce que vous n'avez pas été soigné à temps. C'est ça un pays qui fonctionne. Et les ARS sont des boulets. Voilà. mais J'espère que les petits fours sont bons, qu'ils en profitent bien, parce que la fin viendra bientôt. alors je ne sais pas si la fin viendra bientôt, mais il faut comprendre les motivations pour lesquelles ça a été créé. C'est-à-dire que on est face à une pensée managériale en France qui s'est dit, pendant très longtemps, bah, vous aviez, les grands CHU et qui est-ce qu'il y avait au-dessus? Le ministère de la santé. Et donc quand il y avait un problème, on disait: «Eh monsieur le ministre, et donc ils se sont dit: «On va créer un proxy, un intermédiaire». Et donc, quand ils vont dire: «Eh monsieur Mili, ouais, c'est pas moi, c'est en dessous, il faut leur taper». Sauf qu'en dessous, à qui ils donnent des comptes? À qui ils parlent? Bah, au ministre. Et donc en fait, ce n'est qu'un
qu'un intermédiaire qui a été fait, comme un peu aujourd'hui, pour ceux qui ont eu, le déplaisir d'appeler l'assurance maladie ou la J'avais CAF, regardé Pedro ça, ou vous Yodoge. tombez sur un robot et le robot il dit: «Tapez 1 si vous voulez faire ça, tapez 2 si vous» et à la fin, toi tu veux juste parler à un humain parce qu'ils ont fait une faute d'orthographe dans ton nom et tu arrives pas à te faire rembourser et le choix n'existe pas. Et là, au bout d'un moment, quand à force de 4, 8, 12 machin, en tapant sur tous les chiffres, tu arrives à faire planter la machine et là, on te dit: «Veuillez patienter, nous allons vous passer un conseiller. Temps d'attente estimé à 4 heures» et là, tu attends quand même et au bout de 2 minutes, ils font: «Nous sommes désolés, veuillez renouveler votre appel, tous nos serveurs sont saturés» et là, tu as envie de mourir. Bah, c'est un Et peu la là même chose, oui, sauf oui, que tu ne peux même plus gueuler sur quelqu'un. exactement, et Watu Watu fait une remarque intéressante. C'est pour ça qu'ils ont pris des cabinets conseillers américains pour gérer la crise de Covid, et oui, vous avez raison, Watu Watu. Et quand on parle de Doge, je parle de vrai Doge, puisque là, il y a moyen, mais de faire des économies Tu parles colossales. du palais des doges? Oui, c'est ça. Non seulement, ils ont, non seulement ils ont, des services administratifs pléthoriques, mais en plus, quand il y a crise, ils s'en servent pas, ils recrutent d'autres gens qui ont aucun rapport avec l'hôpital public pour faire des stratégies. Les sommes d'argent qui ont été englouties dans du n'importe quoi sont sidérantes, et on n'a toujours pas d'unité de fabrication de médicaments, sauf, comme nous l'a rappelé Tristan, cette pauvre, entreprise unité, de production de paracétamol qu'on a à Toulouse. Quand je dis pauvres, c'est pas parce que c'est nul ce qu'ils font, heureusement qu'ils sont là, mais c'est parce que c'est pas grand-chose. Non, mais tout à fait et ce Les système plus est travaux d'Astérix. Et vous savez quoi? Fifi 70, vous venez de trouver le programme de campagne, le titre du programme de campagne si je vais aux élections. les 12 travaux d'Astérix, de Kusmanovix. Astérix. Ça peut être pas mal, effectivement. Non, mais ce qui est sûr, c'est que tout est pensé pour ça. Alors, moi, je me souviens, j'avais passé 2 mois et demi, 2 mois et demi, hein, pour faire sauter une amende parce qu'en fait, on avait flashé ma voiture et le système de lecture de plaque avait scanné, avait reconnu ma plaque alors que c'était pas ma voiture ni ma plaque. Sauf que le cas n'existait pas. On pouvait pas contester ça. Ça n'existait pas dans les cas de contestation et quand on appelait, en fait, j'arrivais tant bien que mal à avoir un officier du ministère public et il disait: «Ah oui, mais moi, informatiquement, j'ai pas accès à ce dossier-là, il faut que vous rappeliez pour que ce soit un de mes collègues qui prenne» et genre, j'ai dû parler presque à tout le pool, à 50 bonhommes jusqu'à un jour, il y en a un qui a fait: «Moi, j'ai accès» et là, je me suis dit: «Pourvu que ça raccroche pas, pourvu que ça raccroche pas» et là, il me dit: «Attendez, attendez une seconde, je vérifie votre dossier». Là, je me suis dit: «Ça y est, c'est foutu». Et après, elle fait: «Effectivement, ce n'est pas votre voiture, j'annule l'amende», qui était quand même un gros excès de vitesse et le truc, c'est juste à un moment, cette disparition des guichets, des intermédiaires et cetera, ça fait qu'on a une population qui ne n'a même plus la souveraineté pour se plaindre. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez aller à un guichet et passer vos nerfs. Alors c'était pas sympa pour le mec, mais dire: «Ça va pas, pourquoi vous avez fait ça?» et au moins avoir un humain. Maintenant, en fait, on est face à ça et alors les meilleurs, ceux qui excellent là-dedans, c'est les banquiers d'entreprise. Le banquier d'entreprise, qui est une espèce nuisible, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une décision très négative pour votre business ou votre entreprise et là, il la prend généralement à 16:45. Au moment où vous voyez, il est 17 heures, il est parti et quand vous rappelez le lendemain, on vous dit: «Il est parti 15 jours en vacances». Vous demandez à parler au comment ça s'appelle? Au directeur d'agence, lui aussi est en vacances et là, il y a plus personne pendant 15 jours et donc pendant 15 jours, vous ruminez le truc et en fait, vous oubliez et il joue Ouais, là-dessus. Edwige Duff, a raison et nous use. Moi, j'ai eu un cas comme ça, comme toi, Pedro, j'ai eu, en même temps, 2 contraventions, à 135 € et à chaque fois perte de 4 points. J'avais grillé un feu rouge et pris une rue en sens interdit. Vous imaginez la dose d'alcool qu'il faut pour, faire ça dans Paris, en plein jour à 10 heures du matin, hein. Il m'a fallu 1 an, en faisant
et perdent plusieurs centaines d'euros pour leur montrer que la rue, dès qu'eux, elle est marquée chez eux, n'est pas dans le bon sens, parce que le sens a été changé par la mairie, mais pas le radar. Le radar était resté dans le sens, entre, et puis il n'y a pas de feu rouge. Bah, j'avais l'impression d'être dans 1984, dans Brésil. Et expliquer ça à des gens, c'était très très long. Très très long. Et ils nous usent et ils ont de la chance que les gens craquent pas plus, je parle sévèrement. Oui, et en plus, tout le système est fait pour dissuader. On parlait des amendes. Souvent, dans les amendes, pour pouvoir contester, il faut payer l'amende, après envoyer un ou 2 ou même 3 recommandés à différents trucs, donc à 7 € le recommandé, mais alors si vous avez des pièces, ça fait 12 € le recommandé, donc vous précomptez 90 €, vous foutez en l'air parce que vous ne serez pas remboursé 30 € en espérant que 1 ou 2 ans après, on vous rembourse. Et donc franchement, à un moment, vu le temps que ça prend, Oui, bah, mais vous dites: Adrien a raison. Il faut remplir le formulaire 27B/6. «Oui, bah, c'est pour la pension de veuvage de» comment il s'appelait? Heu, Madame Gentil. Madame Gentil, vous n'avez pas rempli votre pension de veuvage. C'est très bon sketch des inconnus. Non, mais c'est ça, c'est vraiment et maintenant justement, alors soi-disant, c'était pour le bien-être des salariés, donc de limiter les interactions avec le public. Parce qu'effectivement, ça déconnait tellement que le public était furieux. Donc on a dit: «Voilà, pour les préserver», mais en réalité, essayez, dans une gare de banlieue ou même une gare de province, de trouver un guichetier si votre billet est démagnétisé, il y en a pas. Il y a plus personne en fait, il y a plus d'humains. Donc c'est bah, tant pis, on se dit: «Bah, on va Oui, voyager avec, mais les» ça, c'est un peu normal, Pedro. C'est parce que comme il y a plein d'emplois, tu vois, pour ce genre de boulot, trouver des gens, s'il y en a pas. Donc, ouais, c'est ça le problème. je veux dire qu'on a une telle pénurie de main-d'œuvre en France, c'est pour ça qu'on Exactement, en complètement importe raison. plein. C'est vrai, je suis stupide en fait. Il y a pas de chômage, on est dans un non, non, mais voilà, tout ça pour dire que il pourrait même juste avoir un numéro d'astreinte, un mec, on appuie sur un bouton qui gérerait plusieurs gares, ça n'existe même pas. Alors bref, dans tous les cas, c'est il y en a même aujourd'hui qui doivent poser des jours, hein, pour régler leurs problèmes administratifs. Vous vous rendez compte de l'absurdité? C'est-à-dire des jours de congé pour aller à l'administration. C'est, mais on a quand même quelques administrations qui marchent bien, et je les impôts, bah, ça marche bien et ils sont assez efficaces quand même dans les cas de contestation et cetera. Ça fait partie encore des trucs qui tournent, mais il paraît que c'est pas le fait du gouvernement, c'est le fait des agents qui ont su bien organiser leur administration. Mais alors il y a d'autres cas, c'est dantesque. On voit par exemple heu il y avait eu un cas, je crois, d'une jeune fille, il y avait eu une erreur sur, son dans le cadre de ses études, heu sur c'était quoi? C'était, Parcoursup ou je sais plus, un mauvais relevé, impossible, c'est techniquement pas changeable. Enfin bref. Sur ces bonnes paroles et sur cet élan d'espoir, on sort aujourd'hui la vidéo sur le salon de l'agriculture et on sort aussi aujourd'hui notre première vidéo pour le public anglophone. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est la Pas la vidéo première. Première, on a déjà des vidéos anglophones avec oui, notre mais ami sans sous-titres. l'économiste indien. Oui. Tout à fait, sans sous-titres, donc je vous préviens, c'est une vidéo destinée au public anglophone, donc la version française a déjà été publiée il y a quelque temps, donc ne soyez pas surpris, ne mettez pas tous dans les commentaires: «Mais pourquoi c'est en anglais? Pourquoi il y a pas de sous-titres?» C'est parce que justement, nous étendons la pieuvre fréquence populaire partout dans le monde et donc voilà. Et voilà et donc Merci à Eric tous. il dit la même chose. Ah, bonne journée. N'oubliez pas de liker, de partager, et ceux qui nous écoutent, vous nous rendrez un grand service si vous abonniez à Fréquence Populaire sur Telegram. Voilà. Oui, tout à On fait. a un gros retard, là-dessus, et c'est difficile à rentrer.
Alors Telegram, moi je trouve, c'est une super application en général, c'est très pratique pour, comparativement par rapport à WhatsApp. Mais en dehors de ça, c'est, très efficace pour, tenir au courant de ce qu'on fait et ça va se on va avoir une grosse accélération les amis, concernant Fréquences Populaires et donc c'est pas mal d'avoir ce lien Telegram où vous êtes informés et ça fait un fil d'information, parce qu'il y aura, la fonction fil d'information. Voilà, donc abonnez-vous, ça va nous permettre de nous développer sur cette Médium. messagerie, sur ce média. Oui, Là, c'est plus on est facile pas pour mal sur partager à YouTube. vos amis. Voilà, commentez, n'oubliez pas de partager, de faire connaître, ça nous aide énormément. Voilà, si vous avez un peu de temps, faites tourner, il y aura de plus en plus de shorts. Voilà, abonnez-vous, likez et allez sur Telegram. Faites-moi plaisir. Fred Ouais, Krum, j'ai pas Telegram. Bon, enfin, et ça prend, allez, 2 minutes à charger. Et c'est gratuit, et c'est simple comme bonjour. Et puis ceux qui ouais ont Telegram, eh ben, faites Telegram. Pire et tout pire, ça Telegram. et pour les vieux comme moi, ça rappellera ceux qui ont vraiment reçu des télégrammes, tu vois? C'est vrai D'ailleurs, qu'on ça a a fait disparu le Telegram, télégramme. moi ça. Mmh? C'est fait, j'y pense que j'ai fait un Telegram à une époque. Non, mais tu sais que les jeunes d'aujourd'hui, Telegram est une application. Ils ne savent plus que ça existait, le télégramme. Si, il y a des gens qui lisent Jules Verne encore. Arrête de critiquer les jeunes tout le temps. Tu on Je dirait, tu es plus jeune que moi et tu es comme un vieux boomer, hein. Les jeunes, c'est tous nuls et ils connaissent rien. Arrêtez de dire ça. mais les Allez, vieux aussi, c'est parce que je fais partie de la meilleure génération, c'est la génération je sais plus merci laquelle. à vous à tous, merci à X. vous 2, merci Jean-Pierre. Bonne journée et à demain et à très bientôt. Demain, l'œil de Kousma. Voilà, on a une raison, je ne sais pas pourquoi. Les 2 dernières vidéos que j'ai faites de ligne de front et l'œil de Kousma, montent pas beaucoup, ne sont pas visibles. Je ne sais pas pourquoi YouTube les bloque. Donc voilà, si vous voyez l'œil de Kousma, n'hésitez pas à regarder un peu, à liker, à commenter, ça nous aidera. Et partager. Il faut pas de Voilà. souci. Allez, à bientôt à tous. Au revoir. Voilà, tu vois? Tout le monde dit que tu es révisionniste, il y a plus de jeunes qui lisent Jules Verne. Enfin bref, si c'est il y en a encore quelques-uns. Moi, je C'est force les miens, donc bah, déjà moi j'arrive pas à leur faire lire Tintin. Tu vois? Ils trouvent ça fait vieux, c'est pas de rythme, c'est horrible. voilà, Jean-Paul, c'est bien, Telegram, ça c'est fait. Voilà, il faut des gens comme ça pour sauver la France. En avant, tout de suite, agir, mettre Bon, le casque et aller combattre à l'Est la menace ça qui existe plus le recommandé, ça existe plus, c'est de toute façon la poste ça existe plus en France. La poste est un vestige du passé. ah, même Fred Krum l'a fait, c'est incroyable, en avant. Allez, on a presque gagné. À bientôt, bonne journée à tous. Bonne journée.